Eh bien voilà, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Je vois que la vidéo que je vous ai transmise par WeTransfer est enfin passée. Je vais maintenant enregistrer le second cours. J'espère qu'il passera via YouTube. Et bien sûr, je ne ferai plus l'erreur que j'ai commise la première fois. Je mettrai bientôt, bien sûr, un accès public. Alors, nous allons voir dans ce cours-ci quatre distinctions. Nous allons voir qu'est-ce qu'un agent statutaire, qu'est-ce qu'un agent contractuel, qu'est-ce que l'agent organe et l'agent préposé. Ensuite, nous distinguerons le cadre de l'emploi. Et enfin, nous ferons une distinction entre le niveau, le rang et le grade. Alors, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un agent statutaire. L'agent statutaire est celui dont la situation est déterminée unilatéralement. Je peux déjà faire une parenthèse avec ce que l'on a vu au début des cours. Lorsqu'on a vu l'obligation, nous avons vu le contrat le contrat de travail classique. C'est une négociation entre un employeur et un travailleur qui entraîne un contrat, alors qu'ici, je vous dis, l'agent statutaire, sa situation est déterminée unilatéralement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte de négociation. Il y a une situation déterminée dans un seul sens, dans tous ces éléments, par l'autorité publique compétente. Cette situation est déterminée par une disposition générale qui est susceptible d'être modifiée à tout moment dans l'intérêt supérieur du service. Le statut peut, quant à lui, être défini comme le corps des règles générales qui s'appliquent à la situation d'une même catégorie abstraite, définie d'agents publics, qui va fixer de manière impersonnelle, donc vraiment pour tous les agents publics, leurs droits et leurs obligations. La nomination dans cette perspective, c'est donc l'acte unilatéral qui va rendre le statut applicable à l'agent. Les règles statutaires applicables à l'agent ainsi nommé sont groupées en trois catégories. Ces trois catégories sont parfois reprises dans un même texte, parfois pas. Mais que ce soit dans un même texte ou non, on va distinguer d'une part le statut pécuniaire, le statut administratif et le statut syndical. Voyons d'abord le statut administratif. Le statut administratif comprend l'ensemble des règles relatives aux conditions de recrutement, de promotion, et donc d'une manière générale à la situation administrative des agents, c'est-à-dire aux devoirs et aux droits qui sont les leurs, ainsi qu'au régime disciplinaire qui leur est applicable. Le statut administratif des agents de l'État est établi par le roi à l'échelon fédéral. Quand je dis le roi, je parle bien sûr du pouvoir exécutif. C'est ainsi le sens qu'il faut donner à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution, qui dit, ouvrez les guillemets, le roi nomme aux emplois civils et militaires. Puisque le roi nomme, il peut aussi établir les règles auxquelles il attache l'agent par sa nomination. Au niveau des régions et des communautés,
le statut des agents est fixé par les gouvernements des régions et des communautés. L'article 87, paragraphe 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que, ouvrez les guillemets, les communautés et les régions fixent les règles relatives au statut administratif de leur personnel, qu'il soit définitif, temporaire ou auxiliaire. Le statut des agents des provinces et des communes est fixé par les conseils provinciaux et communaux. En termes de statut administratif, la seule question résolue par le législateur est la question de la nationalité, dont il convient d'être titulaire pour accéder à un emploi public. L'article 10 de la Constitution dispose que, ouvrez les guillemets, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. La circonstance que l'État belge soit un État fédéral, composé de régions et de communautés, a, durant une certaine période, conduit l'autorité publique à penser qu'il serait bien d'harmoniser un minimum de principes applicables tant à la fonction publique fédérale qu'à la fonction publique régionale et communautaire. C'est dans cette perspective que l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 80 des réformes institutionnelles disposait qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après l'avis des gouvernements régionaux et communautaires, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'État, qui seront applicables de plein droit à l'ensemble du personnel des communautés et des régions, à l'exception du personnel enseignant. Il se fait cependant que le paragraphe 4 de cet article va être abrogé par la loi spéciale du 6 janvier 2014 et remplacé par un autre texte. Au niveau du statut administratif, je peux vous dire, avec la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qu'en vertu de la loi du changement, l'autorité qui fixe unilatéralement le statut de ses agents peut, dans l'intérêt général, modifier pour l'avenir ses règles d'organisation et de fonctionnement, de sorte qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien des avantages accordés par un statut. J'ai envie de vous dire en conclusion, tout ça pour ça. Le statut pécuniaire. Le statut pécuniaire correspond à l'ensemble des règles relatives à la fixation des échelles de traitement et à leurs différents échelons, au calcul du traitement, à la détermination de la classe d'âge, de la carrière barémique, de l'imputation éventuelle des services antérieurs, ainsi qu'aux modalités de paiement du traitement. De la même façon que le statut administratif, le statut pécuniaire est établi
par le roi, entendre par là le pouvoir exécutif au niveau fédéral, ou les gouvernements de région et de communautés, ou encore par les conseils provinciaux et communaux. Le seul point du statut pécuniaire qui échappe à cette répartition est la question des pensions. Là, c'est le législateur fédéral qui va être compétent pour tous les agents au niveau de la pension. Au sein de ce statut pécuniaire, un élément est, en droit comme en fait déterminant, c'est bien le traitement. Le traitement est la contrepartie du service accompli. Dès lors que le service est accompli, il existe un droit acquis au niveau du fonctionnaire quant à la liquidation de son traitement sur le fondement même des règles qui forment le statut pécuniaire. C'est ce que l'on appelle en droit administratif la théorie du service fait. Ce droit acquis porte non seulement sur le traitement proprement dit, mais aussi sur les accessoires, à savoir éventuellement les frais de fonction, l'allocation de résidence ou encore l'allocation versée en raison d'un exercice momentané de fonctions supérieures à celles pour lesquelles l'agent concerné avait été engagé. Ces droits sont acquis non seulement à l'agent statutaire, mais également à l'agent contractuel. Agent contractuel pour lequel un traitement différent serait de toute évidence discriminatoire et dès lors contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l'arrêté royal qui établit les principes généraux de la fonction publique, c'est donc à chaque autorité qu'il revient de fixer le statut pécuniaire de son personnel. Cette autorité doit cependant tenir compte du niveau de son personnel, de la nature des tâches dévolues et des compétences requises pour les exercer. Dès lors que le traitement est une composante du statut, le traitement se situe, je le rappelle, en dehors de toute tractation contractuelle. Il est dès lors le même pour l'ensemble des agents qui seraient placés dans une même situation objective et impersonnelle. S'il n'en était pas ainsi, les articles 10 et 11 de la Constitution seraient dès lors violés. En vertu de la loi du changement, le traitement est toujours susceptible d'une modification unilatérale de la part de l'autorité. Cependant, l'autorité ne saurait modifier le traitement d'une catégorie d'agents que pour l'avenir. La loi de changement n'autorise pas, je dois bien le dire en principe, l'autorité à diriger vers le passé les effets d'une règle nouvelle. Voyons maintenant le statut syndical. Le statut syndical regroupe l'ensemble des règles qui organisent les relations sociales entre l'autorité et les organisations syndicales représentatives des agents. À la différence des statuts administratifs
et pécuniaires, qui, eux, ressortent du pouvoir exécutif, soit de l'État fédéral, soit des communautés et des régions, ou encore des conseils provinciaux et communaux, le statut syndical des agents, lui, ressort en son entièreté du législateur fédéral, tout au moins pour l'essentiel. Vous verrez pour ce faire l'article 87, paragraphe 5 de la loi spéciale du 8 août 1980. Sur le fondement de cette compétence, le législateur fédéral a adopté, bien avant l'adoption de cet article 87, paragraphe 5, dont je viens de vous parler, une loi importante, la loi du 19 décembre 1974, qui organise les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents qui relèvent de ces autorités. Cette loi du 19 décembre 1974 va être suivie d'un arrêté d'exécution du 28 septembre 1984 qu'il faut également prendre en considération. Les agents assujettis à cette loi du 19 décembre 1974 sont nombreux. Il s'agit des membres du personnel définitif, soit comme temporaire, en ce compris les agents contractuels qui se voient dans ce domaine appliquer les mêmes règles que les agents statutaires. Les agents concernés par cette loi sont ceux des administrations, comme je vous l'ai dit, générales fédérales, régionales communautaires. En revanche, en sont exclus le personnel des services qui dépend du pouvoir législatif, les magistrats, les militaires, les fonctionnaires de police et les professeurs d'université. Pour faire simple, la loi du 19 décembre 1974 impose un principe de consultation qui peut prendre diverses formes. Principe de consultation. Cette loi impose à l'autorité l'obligation de soumettre les mesures générales qu'elle envisage de prendre à l'égard de son personnel à une consultation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Seuls les actes législatifs et les actes administratifs unilatéraux et réglementaires doivent être soumis à cette consultation, à l'exclusion dès lors des actes administratifs unilatéraux de portée individuelle. Ces formes de consultation peuvent prendre deux formes, soit une négociation, soit une concertation syndicale. Qu'est-ce qu'une négociation syndicale? La négociation implique que l'autorité et les organisations syndicales représentatives conviennent de rechercher ensemble, par un dialogue approfondi, des solutions acceptables pour chacun des partenaires à la négociation. Deux situations peuvent alors se présenter, soit des solutions sont trouvées, soit elles ne le sont pas.
Si des solutions sont trouvées, les conditions de la négociation sont alors consignées dans un protocole d'accord. Juridiquement, l'accord n'engage pas. Politiquement, en revanche, il engage, en ce sens que l'autorité se dit prête à prendre toutes les initiatives utiles en vue de transformer l'engagement politique en termes juridiques. Si les solutions ne sont pas trouvées, le défaut d'accord est constaté dans le protocole. Il s'agit dès lors d'un protocole de désaccord. L'autorité demeure alors libre d'adopter ou non la mesure qu'elle avait soumise à la formalité obligatoire que constitue la négociation syndicale. La négociation est limitée aux questions importantes qui touchent aux réglementations de base. Les organisations syndicales disposent, s'agissant de telles mesures, d'un droit d'initiative. Autrement dit, les organisations syndicales peuvent suggérer que des aménagements soient apportés en matière de statut du personnel, comme en matière d'organisation du travail. Voyons maintenant qu'est-ce que la concertation syndicale. La concertation implique que l'autorité et les organisations syndicales représentatives conviennent, ici encore, de rechercher ensemble des solutions acceptables pour chacun des partenaires à la négociation. En toute hypothèse, la concertation ne débouche que sur un avis, non sur un engagement. Cet avis, motivé, reprend les positions formulées par les différentes délégations sur la proposition soumise. L'autorité gagne ainsi d'avoir pris connaissance de l'opinion des organisations syndicales pour prendre, en toute connaissance de cause, sa décision finale. La concertation est imposée lorsque des questions touchant ici encore au statut du personnel et à l'organisation du travail sont de moindre importance. Exemple, la sécurité et l'hygiène, les règles particulières en matière de durée et d'organisation du travail, ou encore l'amélioration des relations humaines et la productivité. Attention, dans ce domaine de concertation syndicale, les organisations syndicales ne disposent pas cette fois d'un droit d'initiative. Elles sont dès lors quelque part condamnées à devoir formuler leur opinion sur ce qui fait déjà l'objet d'une proposition de la part de l'autorité. Voyons maintenant une section suivante. Qu'est-ce qu'un agent contractuel? L'agent contractuel, c'est l'agent qui, bien qu'il fasse partie du personnel de l'administration, y est attaché par ce que l'on appelle un contrat. Dès lors, les principes généraux
de la fonction publique que nous allons voir ultérieurement ne sont pas ici nécessairement applicables à l'agent contractuel. On évoque ici les règles qui régissent l'engagement de l'agent, les règles qui régissent l'exécution du contrat et celles qui en organisent le terme, c'est-à-dire le moment précis auquel le contrat prendra alors fin. Dès lors, ici, le siège de la matière de l'agent contractuel se situe dans la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, c'est-à-dire la loi qui régit les droits et les obligations d'un employeur et d'un travailleur, qu'il travaille au sein d'une entreprise privée ou encore dans une administration. L'engagement d'un agent contractuel dans le secteur public est bien entendu permis. C'est cependant une dérogation au principe général selon lequel l'engagement dans la fonction publique se fait en principe de manière statutaire. En vertu des principes généraux de la fonction publique, l'engagement par voie contractuelle est cependant autorisé pour 1. Répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, soit parce qu'il y a un surcroît extraordinaire de travail, ou encore parce qu'on va limiter cette fonction dans le temps. Soit, deuxièmement, pour remplacer des agents qui sont absents soit totalement, soit partiellement. Que ces agents soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités de ce remplacement sont fixées dans le statut de l'agent statutaire. Troisièmement, pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée préalablement par chaque pouvoir exécutif. Quatrièmement, soit pour pourvoir à l'exécution de certaines tâches qui exigent des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau. Petite remarque, malgré le fait que le principe consacré soit celui du statut, l'on note qu'en Belgique, tout niveau de pouvoir confondu, près d'un agent sur deux est contractuel. En principe, l'engagement de l'agent contractuel est opéré aussi librement que dans le secteur privé. Rien n'oblige dès lors l'autorité à organiser des épreuves, ni à exiger des candidats qu'ils se préparent à une épreuve particulière. S'agissant d'emplois publics, l'accès à ces emplois contractuels doit quand même répondre à une exigence qui est l'exigence d'égalité. Non seulement cette égalité entre les Belges est consacrée par l'article 10 de la Constitution, mais également par l'Union européenne.
on est dans l'une des 4 hypothèses pour lesquelles il peut être recouru au contrat et dès lors par rapport à des emplois qui n'impliquent pas l'exercice d'une parcelle de la puissance publique. La Cour de justice de l'Union européenne interprète les articles 45 et 51 du traité de Rome sur le fonctionnement de l'Union européenne, signifiant que de tels emplois sont ouverts non seulement aux nationaux, mais aussi aux Européens. Ainsi, au niveau fédéral, l'autorité qui entend recruter un agent contractuel doit donner la priorité aux candidats qui ont un profil correspondant au profil de la fonction exigée et qui sont lauréats d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative. Le Conseil d'État connaît de la légalité de ce que l'on appelle les actes détachables à la conclusion d'un contrat de travail et qui peut, dans ce cadre, juger que la décision de recourir à un engagement contractuel est irrégulier. Point suivant. L'exécution de son contrat de travail. L'exécution de son contrat de travail est, comme je vous l'ai dit, définie par la loi du 3 juillet 1978. La question qui va se poser cependant est de savoir si, dans la mesure où l'employeur est une autorité publique, cette autorité publique pourrait modifier les droits et les obligations des parties de façon unilatérale. La tendance, la réponse est à considérer que, malgré la loi du changement, l'autorité ne peut pas modifier les clauses du contrat. Voyons maintenant le terme de ce contrat. Le terme du contrat est lui aussi régi par la loi du 3 juillet 1978. Soit le terme est défini par une date, soit par un contrat de remplacement, ou encore par un travail nettement défini. Il importe d'observer que pour les agents contractuels, ce dernier peut être licencié moyennant bien entendu préavis, sauf s'il s'agit d'une faute grave. Petite remarque, il est clair que dans ce cadre, le tribunal compétent est le tribunal du travail, vu que l'on est dans une exécution suite à un contrat de travail et que dès lors, rien ne va distinguer ces agents contractuels d'un travailleur, je vais dire, privé. Quel est l'intérêt de distinguer l'agent statutaire de l'agent contractuel? Cet intérêt existe à différents niveaux. Le régime
juridique applicable est tout d'abord différent. S'agissant de l'agent statutaire, c'est le statut auquel il est attaché qui va s'appliquer à lui. Concernant le régime juridique de l'agent contractuel, c'est le contrat. Ensuite, les règles relatives à l'engagement sont différentes. L'agent statutaire comme l'agent contractuel doit être engagé dans le respect de la règle d'égalité. Mais cependant, les modalités du recrutement sont toutefois beaucoup plus souples en matière contractuelle qu'en matière statutaire. La loi du changement adopte des contours variables dans les faits. S'agissant de l'agent statutaire, les modalités de la relation de travail peuvent, en tout temps, mais uniquement pour l'avenir, être revues unilatéralement, par l'autorité. C'est l'application de ce qu'on appelle la loi du changement. Toutefois, les formalités requises en vue d'adopter les modifications qui vont être prises, de même que la circonstance que la modification est applicable à toute une catégorie générale et abstraite d'agents, rendent, dans les faits, la modification moins évidente. Je vous renvoie pour cela soit à la négociation, soit à la concertation syndicale que nous avons vue il y a quelques instants. Section suivante. La distinction entre l'agent organe et l'agent préposé. Nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un agent organe, qu'est-ce qu'un agent préposé, et enfin, en quoi est-il intéressant de distinguer ces deux notions. L'agent organe. Par un arrêt du 27 mai 1963, la Cour de cassation a défini ce que l'on doit entendre par agent organe. C'est celui qui, en vertu de la loi ou des décisions prises, ou encore des délégations données dans le cadre de cette loi, dispose d'une parcelle, si minime soit-elle, de la puissance publique, exercée par lui, ou qui a le pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers. Exemple, un fonctionnaire de police, quel que soit son grade, un militaire, quel que soit son grade, un ministre, un bourgmestre, un échevin, un gouverneur de province, un haut fonctionnaire, par exemple à l'échelon communal, le secrétaire communal, le directeur général, etc. A contrario, l'agent préposé est celui qui ne dispose pas de la moindre parcelle de la puissance publique et qui dès lors n'a pas le pouvoir d'engager la personne publique vis-à-vis des tiers. Exemple, un chauffeur de voiture, un secrétaire, un ouvrier de la voirie. L'intérêt de distinguer l'agent organe et l'agent préposé réside dans 3 niveaux. Le premier, au niveau des conditions d'accès dans la fonction publique. Deuxièmement,
Au niveau de l'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et troisièmement, au niveau des régimes de responsabilité civile des agents de l'administration. Premièrement, au niveau des conditions d'accès à la fonction publique. L'agent organe doit être belge, sauf si la loi en dispose autrement. L'agent préposé peut, pour sa part, être belge. Mais je vous l'ai dit, de tels emplois, parce qu'ils n'impliquent pas l'exercice d'une parcelle de la puissance publique, doivent être ouverts aux personnes étrangères issues des États membres de l'Union européenne. Deuxièmement, qu'en est-il de l'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales? Au terme d'un arrêt du 8 décembre 1999, la Cour européenne a jugé que le fameux article 6 dont je viens de citer était applicable aux seuls agents préposés à l'exclusion des agents organes. Cette jurisprudence a évolué. Je vais vous faire un résumé assez simple. Vous irez voir, si vous le voulez, l'arrêt Pellegrin et désormais l'arrêt Villot, V-I-L-H-O. Je n'insiste pas davantage sur ce point. Je pense qu'il n'est pas des plus importants. Par contre, ce qui est important, c'est bien sûr la responsabilité civile de l'administration. C'est au niveau du droit de la responsabilité civile de l'administration que la différence entre l'agent organe et l'agent préposé trouvait sans doute le plus net intérêt. Une loi importante est la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. Cette loi du 10 février 2003 a été publiée au Moniteur belge le 27 février 2003. Voyons uniquement le régime qui était consacré par cette loi du 10 février 2003, qui a dit, sans pour autant balayer les articles 1382 et 1384 du Code civil, qui sont les articles qui régissent la matière quant à ce que l'on appelle le quasi-délit, c'est-à-dire à partir de quand un certain acte qui va causer dommage à un tiers suite à une faute, et lorsqu'il y a un lien causal entre la faute et le dommage subi à un tiers, est applicable. Nous l'avons vu au début du cours lorsque je vous ai rappelé ce qu'était une obligation et les causes de l'obligation, une faute, un dommage, un lien causal entre les deux, et pour faire bref, qui est soumis à cette loi? La personne elle-même qui fait une faute, les enfants mineurs, celui qui garde un animal, les commettants, les immeubles, donc les propriétaires des immeubles qui menacent ruine, et également les enseignants. Je vous renvoie à cette partie du cours.
La loi donc du 10 février 2003 constitue un tournant majeur. Elle ne balaye pas les articles 1382 et suivants du Code civil qui demeurent d'application à tous les agents, organes et préposés, échappant ainsi au champ d'application de la loi du 10 février 2003 et de la loi du 3 juillet 1978. Ces agents sont cependant peu nombreux. Au terme de l'article 2 de la loi du 10 février 2003, cette loi va s'appliquer aux membres du personnel au service d'une personne publique. Force est donc de constater qu'ils sont visés tous les membres du personnel, qu'il s'agisse d'agents organes ou d'agents préposés. Sont dès lors exclus du champ d'application de cette loi les mandataires publics tels que les ministres ou les bourgmestres. Encore faut-il vérifier, même pour eux, qu'ils n'agissent pas dans un lien de subordination hiérarchique, contrôle que réclament les travaux préparatoires de l'adoption de cette loi. Autrement dit, s'applique depuis le 10 février 2003 quasiment pour l'ensemble des agents, qu'ils soient contractuels ou statutaires, qu'ils soient organes ou préposés, grosso modo, les mêmes règles que pour les articles 1382 et suivants du Code civil. Autrement dit, à partir du moment où il y a un lien de subordination hiérarchique, on retombe sur le principe du commettant. Voyons maintenant qu'est-ce que le cadre, l'emploi et la fonction. En droit de la fonction publique, arrêter un cadre, c'est définir, mais aussi classer, un nombre d'emplois nécessaires à l'accomplissement d'un service public déterminé. Concrètement, le cadre se présente sous la forme d'un tableau qui reproduit d'une part un ordonnancement et d'autre part un recensement. L'ordonnancement, c'est l'indication des catégories des emplois. Le recensement, c'est l'inscription d'un nombre en regard de chaque catégorie d'emploi. Ce nombre correspond à celui nécessaire pour satisfaire à l'accomplissement du service public en cause. Par exemple, le cadre du Conseil économique et social de la région de Bruxelles-Capitale présente, en termes d'ordonnancement, les catégories suivantes: un directeur adjoint, premier attaché, assistant principal, assistant, adjoint principal, adjoint, commis principal. Ça, ce sont les catégories d'emploi. À côté de ces catégories d'emploi, en termes de recensement, on va avoir les nombres suivants: directeur 1, directeur adjoint 1, premier attaché 2, attaché 8, et ainsi de suite. Dans la fonction publique belge, on rencontre également deux types de cadres, les cadres organiques et les cadres linguistiques. Le cadre organique sert à établir les catégories d'emploi et le nombre requis, comme je viens de vous le dire. Le cadre linguistique sert, pour sa part, à répartir dans certains services administratifs les emplois par rôle linguistique.
Par exemple, si l'on reprend l'exemple que je viens de vous donner, on pourrait imaginer que au niveau attaché, on en a indiqué 8, on en demanderait 4 de langue francophone et 4 de langue néerlandophone. Qu'est-ce que l'emploi? L'emploi est, pour reprendre une expression consacrée, le fonctionnaire à l'état de prévision. Autrement dit, pour l'exprimer autrement, une entité administrative exprime un besoin. Ce besoin est celui de satisfaire ou à tout le moins de contribuer à satisfaire le fonctionnement d'un service. Outre un besoin, cet emploi est aussi une unité de compte et une charge budgétaire. C'est le motif pour lequel il appartient à l'autorité qui évalue les besoins du service, qui fixe le cadre, et non à l'autorité qui nomme, autrement dit à l'autorité qui désigne une personne à l'occupation d'un emploi, de se demander si un tel emploi, qui implique une charge financière supplémentaire dans le chef de la collectivité, doit ou non être créé. La fonction. La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un agent doit assumer à raison de sa désignation à un emploi. La fonction sert ainsi à identifier les tâches et les responsabilités qui sont attachées à un emploi. Autrement dit, pour reprendre l'exemple qu'on vient de voir, un commis, quelle est sa fonction? Que doit-il faire concrètement? Voyons maintenant le niveau, le rang, la classe des métiers avec le titre ou le grade. L'administration est un corps de fonctionnaires hiérarchisés. Les notions de niveau, de rang, de classe avec titre ou de grade servent à identifier cette hiérarchie et dès lors de comprendre l'évolution de la carrière d'un agent depuis son entrée en fonction jusqu'au terme de sa carrière. Brièvement, quant au niveau, à l'échelon fédéral, il y a 4 niveaux. Niveau A, B, C, D. L'appartenance à chacun de ces niveaux est liée à la nature des tâches à accomplir. Ces tâches sont en principe réparties en fonction du diplôme d'enseignement dont l'agent considéré est statutaire. Au sein de chaque niveau existent des rangs. Les rangs définissent l'ordre hiérarchique des agents au sein de ce niveau. À chaque niveau correspond une ou plusieurs classes de métiers auxquelles sont attachés des titres ou un ou plusieurs grades. À l'échelon fédéral, le niveau A comprend des filières de métiers, c'est-à-dire des groupes de fonctions relevant d'un domaine d'expertise. Exemple, la filière du métier budget et finances publiques, la filière du métier population et sécurité, la fonction du métier normes juridiques et litiges.
Le grade, quant à lui, c'est le titre qui va habiliter l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade. Exemple. Dans la fonction publique fédérale, le niveau B comprend les grades d'expert administratif, expert financier, expert technique, etc. Ici encore, l'intérêt de distinguer les différentes notions étudiées réside dans leur existence même qui renvoie à des réalités bien différentes parfois. Voilà, je vais arrêter cette partie du cours ici sur cette vidéo et ensuite nous verrons les principes généraux qui répondent à des règles statutaires ou à des règles contractuelles. Le recrutement, nous l'avons déjà vu. Nous verrons parfois ce qu'il en est lorsqu'il y a un stage ou une éventuelle nomination, mais nous verrons surtout les devoirs et les sanctions administratives. Voilà, bon travail, à bientôt.